Histoire donc d'un autostoppeur serial killer qui harcèle sans merci un jeune conducteur. Alors avec ses décors désertiques, traversés par des routes en ligne droite, ses petits restos et son intrigue autour d'un conducteur qui comprend pas ce qui lui arrive, eh bien on pense tout de suite, pour ceux qui l'ont vu, à Duel de Spielberg. Mais arrêtons tout de suite la comparaison, Hitcher s'en émancipe admirablement et trouve sa propre identité. Et quelle identité! Sa mise en scène, c'est comme on dit une vraie masterclass. Que ce soit dans les scènes d'action, de suspense et ses multiples rebondissements, on est vraiment gâté. Et pas d'effet tape à l'œil, non, là tout passe par simplicité et subtilité. Car le pouvoir de suggestion, de faire travailler l'imagination de notre cerveau de spectateur est souvent à l'œuvre. Tenez par exemple cette scène dans le motel vers la fin du film. Ce simple mouvement de caméra, remarquez sa lenteur et comment il génère du suspense en prenant le temps de jouer avec le hors-champ. Notre imagination fonctionne à plein tube, on sent déjà la présence du tueur avant de le voir. Et quand il nous est révélé, souligné par un passage de phare de voiture, il nous fait littéralement froid dans le dos. Parce qu'on sait qu'il est là depuis longtemps, et vu qu'on a senti sa présence. Vous voyez le truc ? Bon, bref, la simplicité au service de l'efficacité. Une mise en scène qui sait jouer avec nos nerfs, comme la fameuse scène de la frite. Oui, elle intervient dans une phase d'accalmie, à un moment où on sent une forme de répit dans le cauchemar que vit notre jeune conducteur. Il a trouvé refuge dans un petit resto de bord de route, il vient de rencontrer Ash, qui lui apporte un peu de chaleur humaine et une belle petite assiette avec des frites. Et on arrive donc à ce fameux moment où Jim mange ses frites, le regard perdu dans ses pensées. Bon là, désolé, je peux pas vous montrer la scène intégrale dans sa vitesse d'origine, sinon YouTube va me bloquer la vidéo. Mais l'idée, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est de faire durer le moment et de voir notre héros ramener près de sa bouche, non pas une frite, mais ce truc là qui tient entre les doigts. Oui, vous avez bien vu, c'est un doigt humain coupé. Et le truc, c'est qu'on le voit avant que lui ne s'en rende compte. Alors, terminer le moment d'accalmie en un claquement de doigts, si je puis dire, on replonge dans le cauchemar de Jim, puissance 10. Et double cauchemar, puisqu'en plus d'être harcelé par ce taré d'autostoppeur, le voilà devenu le faux coupable, arrêté par la police. Alors moi je dis, la mise en scène est ici absolument géniale. Sa manière de nous replonger dans le cauchemar du personnage, c'est vraiment très fort. Alors pourquoi? Eh bien pour plein de raisons. D'abord parce qu'on a ce plan sans cut. La mise en scène n'appuie absolument pas cette apparition du doigt. Elle fait confiance à notre sens de l'observation et joue ensuite avec le décalage qu'on a avec le personnage. C'est le fait que ce doigt a été glissé subrepticement sous nos yeux sans qu'on ne se rende compte immédiatement qui rend le moment particulièrement glaçant. Et à cela s'ajoute évidemment le dégoût, l'horreur que ce personnage puisse mettre ce doigt dans sa bouche. Le côté génial de ce plan, c'est qu'il est précisément sans coupure, sans cut. Il nous implique, nous spectateurs. Et évidemment, dans notre esprit, à un autre niveau, résonne cette question terrifiante. Comment ce doigt a-t-il pu atterrir dans cette assiette? Question qui donne immédiatement une présence angoissante et oppressante à cet autostoppeur serial killer, quasi mystérieuse. Il est partout et nulle part. Alors vous sentez la puissance de ce plan, de ce seul plan, et l'effet est génialement insidieux, puissant, profond pour notre cerveau de spectateur, car à ce moment-là, il se dit quoi? Eh bien que l'horreur peut surgir à tout moment, dans n'importe quel cadre, là où on s'y attend le moins. Et donc à partir de cette frite, enfin de ce doigt, il ne baisse plus la garde, à l'affût de la moindre attaque. Ça c'est ce que j'appelle de la mise en scène subtile qui stimule notre imagination de spectateur. Alors ce type de plan sans coupure, sans cut, dans lequel se joue une rupture, j'en avais déjà parlé au sujet de Police fédérale Los Angeles et de Rambo. Le danger qui intervient là juste sous nos yeux sans qu'on le voit arriver. Et on retrouve ce principe à d'autres moments clés du film. Par exemple dans cette scène qui me fait froid dans le dos à chaque fois que je la vois. Des enfants à l'arrière d'une voiture s'amusent à tirer sur notre jeune conducteur. Et là, regardez comment va apparaître le diable en personne, un innocent nounours et... Ah, c'est terrible. Et vous avez vu, pas de coupure de plan, il surgit de derrière la peluche, dans le cadre, sans cut. Et cette absence de coupure, cette continuité, ça a l'air de rien, mais c'est précisément ça qui amplifie l'impact terrifiant de son apparition. Avec ce contraste, ce décalage entre cet innocent nounours et ce démon qui surgit, eh bien c'est comme Police fédérale Los Angeles avec ce pare-brise qui éclate. On a une continuité de plan dans laquelle se joue une rupture. On passe d'un sentiment de sécurité à tout d'un coup le danger, l'horreur absolue. Un jeu de contraste, un décalage saisissant. Et évidemment, l'imagination de notre cerveau de spectateur se met à cavaler à fond et visualise déjà le carnage qui risque de se dérouler. Donc, vous avez compris, avec cette apparition sans cut, cette rupture dans la continuité d'un plan, on a cette idée très puissante qu'il peut surgir de partout, derrière la plus innocente des peluches.
Et Rutger Hauer, j'avais oublié à quel point il est vraiment excellent. Ah oui, il est parfait, hein. Toutes les nuances qu'il arrive à apporter à son personnage, l'éventail de son jeu est très large, très subtil, et il arrive ainsi à transformer ce démon en un être humain. Et ça, ce mélange d'humanité et de mal absolu, c'est ce qui le rend terriblement réel. Humain, oui, et en même temps, le film ne cherche jamais à donner des contours psychologiques au personnage. Il reste juste le mal incarné, c'est tout. Et ça, c'est la grande puissance de ce film. Il ne tombe pas dans le piège de vouloir expliquer. D'où vient ce personnage, son passé, pourquoi il s'en prend à ce jeune conducteur? Non, tout ça, ça reste de l'ordre du mystère. À ce propos, il y a une scène que je me lasse pas de regarder, c'est celle du face-à-face dans le resto routier. Ah oui, cette scène, un pur moment de domination psychologique. On sent que ce John Ryder exerce un contrôle total sur ce pauvre Jim Halsey. Une scène qui se termine avec cette image très troublante de notre jeune victime avec des pièces collées sur ses paupières et ce petit don que lui fait son tortionnaire. Alors les plus connaisseurs d'entre vous auront reconnu une référence très claire à une pratique funéraire de la Grèce antique. L'obole placé sur les yeux des morts pour payer Charon, passeur du Styx, afin qu'il transporte l'âme vers le royaume des morts. Mais bon, ici, je vais pas rentrer dans le détail. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo complète sur The Hitcher, dites-le moi en commentaire. Contentons-nous d'observer que cette scène, qui se déroule à la moitié du film, marque un lien profond entre les deux personnages, ce Hitcher devenant une sorte de mentor du mal. Et ce qu'on assiste ici, c'est une condamnation spirituelle de son jeune apprenti, accompagnée d'une offrande. Et corrélativement à tout cela, dans cette scène, il y a aussi la question. Cette fameuse question qui brûle autant les lèvres de Jim que les nôtres. Why are you doing this to me? Pourquoi ? Pourquoi cet acharnement? Pourquoi cette torture? Pourquoi lui? Et pour seule réponse... T'es intelligent, tu comprendras par toi-même. Ah, j'adore les films qui me disent que je suis un spectateur intelligent. Car évidemment, cette réponse, c'est une belle façon de nous renvoyer la balle à nous spectateurs. Et à faire confiance à nos capacités cognitives pour comprendre par nous-mêmes ce mystère. Mais bon, en attendant, ça nous plonge dans une angoisse terrible. Car tous ces actes horribles, on a besoin absolument qu'ils soient expliqués et justifiés. Sans quoi, nous sommes livrés à un vide terrifiant. Souvenez-vous de ce soulagement à la fin de Psychose, où l'on rationalisait les actes de Norman Bates, où on leur donnait du sens. He tried to be his mother. Le mal perdait soudainement son aura mystérieuse. En l'enfermant derrière les barreaux d'une explication psychologique, notre esprit pouvait le contenir, le ranger dans une case. Mais non, là, dans The Hitcher, on nous prive de cette béquille rassurante. John Ryder est et restera une énigme totale. Where are you from? Disneyland. Pas de passé tragique, pas de traumatisme originel, non, aucune justification. Rien, juste un mal insondable qui cherche à détruire. Et c'est la réussite de ce film, qui résiste à la tentation de nous apporter des explications. The Hitcher nous fait vivre cette angoisse quasi existentielle où l'absence de motivation de ce personnage maléfique devient en soi la source du malaise. Le mal n'a ni logique, ni origine, il ne se plie à aucun cadre rationnel où on pourrait le comprendre, le maîtriser ou au moins le circonscrire. Il reste omniprésent, insaisissable, comme une force universelle qui nous dépasse et nous écrase. Mais bon, comme nous sommes des spectateurs intelligents, notre cerveau aura quand même compris quelque chose. Les intentions de ce Hitcher, eh bien, c'est d'initier ce jeune et innocent conducteur à la violence. Et là, évidemment, c'est encore une torture tout aussi insidieuse. Jim, et par extension nous spectateurs, est le témoin impuissant des crimes de John Ryder qui le met au défi de l'arrêter. I want you to stop me. Squeeze the trigger. Une injonction bien perverse pour le briser, pour le pousser à bout, tout en lui faisant peser le fardeau moral de ses actes meurtriers. Si t'es pas capable de m'arrêter, la tuerie continuera et toi, tu en seras responsable. Un jeu cruel où le prédateur force sa proie à devenir bourreau. Ah oui, pour info, cette offrande qu'il fait à Jim là, elle contient des balles. John Ryder ne cesse donc de pousser Jim à franchir une ligne, à embrasser une violence qu'il rejette. Et c'est aussi cette perversion qui élève Ryder au rang d'incarnation pure du mal. Il ne se contente pas de détruire physiquement, il s'attaque à l'esprit, à l'âme, à l'identité même de ceux qu'il rencontre. The Hitcher, c'est donc en quelque sorte un récit initiatique terriblement noir qui marque la fin de l'âge de l'innocence. Et qui laisse une autre question en suspens, tant pour Jim que pour nous. Combien faut-il endurer pour ne pas devenir un monstre comme lui ?
Donc si vous n'avez pas vu ce film, je vous le recommande vivement. Et également ce Blu-ray que j'ai trouvé vraiment de très bonne facture avec une excellente restauration. Maintenant, passons au récit de Bernard. Ah, enfin! Et vous allez voir que sa séance, un peu comme ses trois sœurs, s'est prolongée après le film. C'est un peu presque par hasard. J'avais peut-être 33 ans, à peu près 34 ans. C'était à l'UGC Champs-Élysées. Il y avait une grande affiche, une salle. Voilà. Un grand cinéma en gradin qui descendait. Avec ma compagne de l'époque, on allait beaucoup au cinéma. Donc presque chaque soir, on se disait qu'est-ce qu'on va aller voir. Il n'y avait pas trop de monde. Il n'y avait presque personne d'ailleurs. Je crois que c'était parce que c'était en début d'après-midi, je sais pas quoi. Donc je descends quoi. C'est un truc qu'on descend quoi. Donc, voilà, ça on descend jusqu'en bas quoi. L'écran est en face. Et là il y a des gens. Bon, et je remarque qu'il y avait quelqu'un qui était sur un certain fauteuil seul. Je crois que c'était une femme. Sur la gauche. Et moi j'étais plein centre avec ma copine. Puis bon, il y avait du public un peu autour et voilà quoi. Et on regarde le film, ça m'a surpris, ça m'a ému et c'est un peu ce que j'aime bien dans le cinéma, c'est qu'il se passe des choses qui peuvent a priori pas trop se passer dans la réalité ou en tout cas jusque dans une certaine limite. Le film est complètement ancré dans une réalité, sauf que ça déraille et on s'aperçoit que finalement c'est une réalité fantastique ou fantasmée. J'ai adoré, j'ai ri, à la fin je crois que j'ai sûrement un peu pleuré. C'était complètement étonnant parce que moi j'avais pas vu de bande-annonce, j'avais rien vu parce que j'aime pas voir les bandes-annonces. Bon, à l'époque, peut-être que les choses n'étaient pas trop dites dans les bandes-annonces, mais de toute façon, j'ai jamais aimé les bandes-annonces. Donc comme ça, c'est réglé, je savais rien. Et c'est vrai que c'est un film magnifique. Hein. C'est vrai qu'effectivement, peut-être faire partie de mes 5 films préférés ou 10. Bon. Et alors, le film se passe, on sort de la salle et tout. Le lendemain, alors, je crois que chez des amis que j'avais pas vu depuis très longtemps, et puis qui me disent tiens, ce serait sympa d'aller voir un film. Eh ben, j'étais même prêt à revoir ce film au même endroit, dans la même salle, parce que je savais que ce film était génial. C'est un film sur le déjà vu, donc je me suis dit, ça me dérange pas de revoir un déjà vu, parce que ça fera un déjà vu que je le revois, finalement, ça devient logique. Je dis rien à mes amis en dehors du fait que c'est un bon film, et j'y retourne. Voilà, donc je retourne au même endroit, même cinéma, à peu près la même séance, le lendemain. Tout pareil. Et je descends dans le GC. Et à ce moment-là, il y a à peu près les mêmes spectateurs assis aux mêmes endroits. Là, je me suis dit, c'est pas possible, il y a un truc... Et alors, pire que ça, j'étais en premier, mes potes y suivaient, je dis, en gros, j'aime bien être devant. Donc je dis aux potes, bon, suivez-moi, parce qu'on va s'asseoir, en gros, où c'est bien, ou là, bon, par rapport à l'écran et tout. Et sur la gauche, sur le même siège que la veille, au même endroit, la même... spectatrice. Et là, pendant quelques secondes, je ne savais plus quel jour j'étais. C'est-à-dire qu'à moi, j'ai regardé mes potes derrière, j'ai dit, ah oui, on est bien, le lendemain, sur le coup, j'ai eu ce... Non mais vraiment, j'ai halluciné. J'ai regardé la nana qui était... En plus, elle m'avait marqué parce qu'elle était toute seule, fermée dans son truc. Pas grand monde dans la salle, mais elle assise sur le côté, même endroit. Tout s'est répété, mais moi je répétais aussi d'ailleurs. Je me suis amusé de voir la regarder pareil, même endroit, même salle, en gros même séance, même conditions le lendemain. J'étais quasiment dans le film. C'était, de toute façon ça m'a vertigineux. Et c'est une histoire vraie, totalement vraie. Ça. Voilà, à vous de jouer. Quel peut bien être ce film? Mes invités lors du live étaient un peu perdus, mais peut-être que vous l'avez déjà trouvé. Rendez-vous au prochain épisode pour connaître le titre. Ah bon, va falloir attendre? Eh oui, c'est tout le principe de l'émission. Combien de temps? Ah, pas longtemps, je vous promets. On se retrouve dans une semaine, le 1er janvier 2025. Alors moi aussi, je vous propose un petit jeu. Et pour ça, je vous retrouve juste après le générique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël. Joyeux Noël alors? Oui. Joyeux Noël. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce concept vous séduit. Par contre, à des moments, on avait du mal à suivre. Hein. Oui, bon, ça c'est normal, hein. C'est le démarrage, c'est le début. Faut le temps que ça se rôde. On fera mieux la prochaine fois. Ouais, tu t'en sors bien. En attendant de nous revoir, vous connaissez la chanson, likez, partagez, continuez à commenter, c'est toujours important pour la progression de la chaîne. Et si vous voulez la soutenir financièrement, un lien Tipeee est à votre disposition. À bientôt. Et n'oubliez pas, écoutez pas toutes les conneries qu'on vous raconte. Les meilleurs films, c'est ton cœur qui te le dit.
Alors moi de mon côté, je vous propose un autre jeu, très simple. Quel est le titre du film qui apparaît à 8 minutes 06 de cette vidéo? Le premier à avoir répondu correctement dans l'espace commentaire aura son nom au générique du prochain épisode. Allez, joyeux Noël!